Bien, reprenons et examinons les fouilles de Bernard Bruyère Kolsum. La topographie de Kolsum comprend à la fois une plage, une partie basse, aggravée, comme je vous l'ai dit, par les destructions du début du XXe siècle, et une partie haute que Bernard Bruyère appelle la ville haute. Cette plage qui est sur le golfe a peut-être donné son nom à la ville, donc qui s'appelle Toklusma. Toklusma, c'est le liquide qui est employé pour laver. On le retrouve par exemple dans Clister. Et par extension, c'est l'endroit qui est lavé par la mer, c'est la plage, ou ça peut être éventuellement le déversoir du canal. Diodore de Sicile, en livre 1, paragraphe 33, suivant Agatharchide de Cnide, indique en effet que Ptolémée II avait fait construire, comme je l'ai dit, des diaphragmata, des écluses, pour contenir la marée et permettre l'écoulement du flux et de l'eau du canal. Ça pourrait être aussi le mot qui est employé, donc le mot clismaque, pour désigner ce flux. Quoi qu'il en soit, au débouché du canal est construite cette ville basse en bordure du rivage que Bruyère appelle la marine. Donc, c'est ce qu'il appelle ici. Et donc une ville haute sur l'éminence dominant la plage qu'il appelle soit la ville haute, soit le tel. Cette éminence s'élevait à une quinzaine de mètres d'altitude et mesurait environ 115 mètres de longueur par 80 mètres d'est en ouest. Bruyère définit trois grandes phases dans l'histoire du site. Une phase ptolémaïque, dont l'habitat serait défendu par une double enceinte, l'une de briques crues, qui était ici, et une autre en maçonnerie, située ici. À l'intérieur de ces enceintes, on trouverait des quartiers d'habitation avec des petites maisons séparées par des ruelles dans la partie basse et sur le tel. Donc, toutes ces maisons-là, d'après lui, seraient ptolémaïques et celle-ci aussi. Et donc, dans la partie haute, des petites maisons en plan régulier qui auraient été occupées par des soldats qui, en fait, d'après lui, seraient des clérouques vivant en famille. Donc, dans toutes ces petites cases que nous voyons là. À la phase ptolémaïque succéderait une phase romano-byzantine caractérisée par la construction d'un système d'adduction d'eau et de termes publics au sud-ouest ici et au sud-est ici. Et ensuite, les maisons de la ville, donc d'époque ptolémaïque, seraient encore occupées à l'époque romaine puis islamique, et le tel serait ensuite transformé en cimetière. Les objets publiés montrent que le site a été occupé effectivement à la période ptolémaïque et jusqu'à la période islamique, pratiquement sans solution de continuité. La lecture du texte et l'examen du plan et des photos font toutefois douter de ce schéma. Je ne crois pas que les diverses enceintes soient contemporaines. J'ai fait au contraire l'hypothèse que seule l'enceinte de briques crues remonte à la période ptolémaïque. Et donc ici, en marron clair. Et qu'elle s'expliquerait par la nécessité d'implanter une forteresse, donc à l'époque ptolémaïque, au débouché du canal ouvert par Ptolémée II. Si l'on suit cette hypothèse, la partie nord-ouest de la marine, c'est-à-dire celle qui est ici, serait une extension hors les murs qui devrait plutôt être rattachée soit à la fin de la période ptolémaïque, soit au Haut Empire romain, ce qui expliquerait la présence dans ces îlots, comme nous allons le voir, de meuneries de grande ampleur, peut-être d'une boulangerie quasiment industrielle, et de fours de métallurgistes. Au Haut Empire,
pourrait aussi appartenir l'essentiel des vestiges dégagés dans la partie haute du tell, qui est enclos par l'enceinte de pierre. Et donc c'est ce que j'ai mis ici en bleu. Donc l'enceinte de pierre est ici. Donc Bruyère imaginait qu'elle était contemporaine de celle-ci, mais ça n'a pas de sens. J'imagine que les bâtiments qui sont à l'intérieur correspondent, d'ailleurs s'appuient sur cette enceinte, et j'ai tendance à l'attribuer au Haut-Empire. En effet, le plan très régulier et la forme des pièces que nous voyons ici fait penser, les deux plutôt font penser à des casernements dans un fort, et leur disposition est proche de celle que nous avons observée dans les forteresses romaines. Ce pourrait donc être le phorion mentionné par le géographe Claude Ptolémée au IIe siècle de notre ère. Et il serait logique de rattacher cette phase de construction au début du IIe siècle, lorsque Trajan puis Hadrien eurent fait remettre en état le canal et lorsque les troupes furent déployées pour en assurer la sécurité. Cette présence militaire et le développement de chantiers navals expliqueraient donc la création de meuneries et des ateliers de métallurgistes. Bruyère écrit à plusieurs reprises qu'il n'a pas pu descendre sous les niveaux des habitations reconnues sur le tell, et il soupçonnait l'existence de niveaux plus anciens. Selon lui, ces niveaux étaient pharaoniques, mais vu l'absence de mobilier antérieur au Ptolémée, dans tout ce qu'il a publié, je crois qu'il faut imaginer plutôt que ces casernements, que personnellement je date du début du IIe siècle, reposent sur des niveaux ptolémaïques que Bruyère n'a pas pu fouiller. Au cours de l'Antiquité tardive, au moment où l'occupation intense de la ville est soulignée par l'abondance des monnaies, de la céramique et des mentions littéraires, la ville se dote de termes publics, notamment les termes du sud-ouest que nous voyons là, dont l'égout, comme vous le voyez, traverse la ville basse ou les ruines de la ville basse, qui semble en partie abandonnée à cette époque, et c'est une période au cours de laquelle il est assuré que les morts sont enterrés, comme nous l'avons vu, dans l'île du cimetière, et la construction d'une église à cet endroit entre bien dans ce contexte. À l'époque byzantine et au début de l'époque islamique, les maisons et les termes continuent d'être utilisés, principalement dans ce secteur, où Bruyère avait trouvé des niveaux du début de la période islamique. Et puis, après le comblement du canal du Nil à la mer Rouge, à la fin du 8e siècle, la ville périclite et les ruines deviennent alors principalement un cimetière. C'est ce schéma chronologique que je propose de suivre pour entrer dans le détail. Les vestiges les plus clairs de l'époque ptolémaïque sont donc ceux de l'enceinte en fait de briques crues, dont Bruyère nous dit qu'elle mesure 40 cm par 20, l'enceinte mesurait 3 mètres de large, et il nous dit qu'elle était fondée directement sur le rocher, qu'elle présente des angles arrondis, qu'on voit là, et qu'elle dessine en fait un grand quadrilatère dont il a pu déceler dans la partie nord un tronçon de l'enceinte. On ne sait pas du tout ce qui se passe dans la partie orientale du site, qui était déjà détruit à son époque par les maisons et les établissements industriels. Si c'est le cas, donc il faudrait restituer l'habitat ptolémaïque, bien sûr, à l'intérieur, et Bruyère signale qu'entre les deux enceintes, il y avait des maisons faites en briques crues, donc dans ce secteur-là, qui sont probablement les vestiges de ces maisons du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les constructions, il n'a pas donné plus exactement d'image de ces constructions. J'ai pu seulement récupérer dans une de ces images, dans une de ces photos, notamment des thermes du sud-ouest, une illustration de cette enceinte en briques crues que vous voyez là, qui a été partiellement préservée, car
les termes romains se sont accolés à l'ancienne fortification, ce qui a permis sa préservation. On connaît donc très mal l'habitat lui-même, à part l'enceinte, et on ne connaît pas tellement mieux non plus le matériel archéologique. Toutefois, parmi les planches de matériel mélangé que Bruyère a publié, j'ai pu extraire quelques objets qui sont attribuables à cette période. Il y a quelques monnaies, il y a de la céramique à vernis noir, avec des estampilles au fond, qui pourraient être du IIIe siècle et qui pourraient appartenir au type Black Stilt Ware, qui est assez diffusé à cette époque-là. On a également des amphores rhodiennes, dont il donne un exemplaire, et quelques timbres d'amphores rhodiennes qui datent de cette période. Vous notez aussi la présence d'ungüentaria, c'est-à-dire de flacons à parfum, qui sont probablement du IIe siècle et du Ier siècle avant Jésus-Christ. C'est les seuls vestiges qu'on peut sûrement attribuer à cette période, mais évidemment, il y en avait beaucoup d'autres. Ce mobilier était, dans la publication, totalement mélangé avec du mobilier d'époque romaine et byzantine. Pour cette époque, aucun vestige de chantier naval n'a été décelé, mais il faut imaginer qu'il devait se situer en dehors de la zone fouillée, voire sur d'autres promontoires bordant la mer, comme par exemple le Tel El Yaoudi. Le site a dû continuer à se développer au cours de la période ptolémaïque, mais on n'en a aucun témoignage certain. Il n'est pas impossible que la ville basse, qui est située ici, celle que Bruyère appelle la Marine, qui est qualifiée de ptolémaïque par Bruyère, remonte globalement à cette période. Mais elle est évidemment plus tardive que l'enceinte du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la mesure où le mobilier archéologique n'est pas décrit en association avec les niveaux d'habitation et les constructions, on ne peut donc l'assurer. Se pose à nouveau la question de la localisation de Cléopatris, comme nous l'avons vu plus haut. Je rappelle que le récit de l'expédition de Gallus indique qu'il fit construire sa flotte à Cléopatris sur le vieux canal. Et on ne voit pas bien où ça pourrait se situer, sinon à l'embouchure, et donc vers Kolsum, ou l'un des tels environnements. Si c'est Kolsum, il faudrait imaginer, d'une part, que le port aurait été ensuite débaptisé pour prendre celui de Clysma, et d'autre part, que le brusque afflux de militaires et d'ouvriers pour construire les nombreux bateaux aurait occasionné des constructions en bordure des chantiers navals. En effet, Strabon parle de quelque chose comme 10 000 hommes et de la construction d'abord de 80 navires de guerre, navires longs, et puis de 130 navires de transport de troupes. Donc il faut imaginer un afflux massif de soldats et d'ouvriers, soldats pour l'expédition et d'ouvriers pour construire les navires. Donc il n'est pas impossible, c'est une hypothèse, que cette extension que l'on sent à l'extérieur des remparts de la vieille fortification ptolémaïque soit attribuable à l'extrême fin de la période ptolémaïque, ou plutôt au tout début de la période romaine, c'est-à-dire au moment de l'expédition d'Aelius Gallus. En fait, quelle que soit la localisation de Cléopatris, la construction d'une flotte à l'embouchure du vieux canal ne me paraît s'expliquer que si le canal lui-même était encore navigable, au moins une partie de l'année, car il était indispensable pour transporter les grandes quantités de bois nécessaires au chantier de construction des navires et aussi pour transporter les vivres que nécessitait une telle troupe. Donc je me demande dans ces conditions si le quartier de la Marine n'est pas né à cette occasion. Il serait dans ce cas attribuable au dernier quart du Ier siècle avant Jésus-Christ et comme une telle concentration de troupes nécessiterait aussi de grandes quantités de farine, la grande boulangerie qui est située ici, là il y a une grande meunerie, il y a une boulangerie ici, pourrait être de cette période. Mais c'est une hypothèse qu'il faut prendre comme telle, car
cette grande boulangerie peut être éventuellement postérieure. Dans le matériel archéologique publié par Bruyère, je ne vois pas d'amphore qu'on pourrait attribuer à cette époque, tout au plus un dessin que l'on pourrait interpréter comme une amphore Dressel de 4, mais c'est bien insuffisant. Il faut donc garder cette hypothèse en tête et considérer que, de toute façon, le quartier de la Marine a été occupé principalement au Haut-Empire pour des raisons que nous allons voir maintenant. En effet, la deuxième grande phase que je propose d'individualiser sur le terrain couvre principalement le IIe siècle. Elle comprend la construction du fort au sommet du Tel, l'extension urbaine hors de l'enceinte ptolémaïque, la construction en 2 ou 3 étapes d'une nouvelle enceinte élargie et renforcée de tours. Peut-on être plus précis quant à la datation ? La rareté du mobilier du 1er siècle de notre ère et le renouveau auquel on s'attend à partir des travaux de Trajan tend à dater cette phase à partir du début du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est en effet, comme nous l'avons vu, à ce moment-là qu'apparaissent le nom de Clysma et la mention d'un fort chez Ptolémée, alors que Pline non seulement ne mentionne ni Cléopatris, ni Arsinoé, ni Clysma, mais il semble indiquer que le canal n'est plus navigable. D'une part, au livre 6, paragraphe 165, il décrit que le canal était un projet, comme s'il n'avait jamais été réalisé, et d'autre part, il dit, au paragraphe suivant, 166, que tout le trajet depuis la mer se fait normalement par voie de terre et qu'il existe 3 itinéraires, dont l'un à partir de Péluse, passant à travers les dunes. Faisons donc l'hypothèse que, contrairement à ce que de nombreux auteurs modernes ont cru tirer de la publication de Bruyère, le renouveau du site de Colzoum date du début du IIe siècle et non de l'Antiquité tardive. Alors comment se présente-t-il alors ? Il existe d'une part le fort, comme nous l'avons vu, enclos de murailles de pierre. Bruyère écrit qu'à l'intérieur, dit-il, nous avons pu dégager plus de 57 logis du front ouest et descendre la fouille jusqu'à 10 mètres de profondeur en moyenne. En général, ce sont des maisons presque toutes pareilles, collées les unes aux autres et appuyées à l'enceinte, composées d'une seule pièce rectangulaire mesurant 2,50 m par 3,65 m et n'ayant qu'une ouverture sur la rue, toujours placée au même endroit, avec une hauteur ne dépassant pas 2,50 m. Le toit, en terrasse, fait de bois et de mortier, devait régner sur toute la longueur d'un groupe de maisons. Fin de citation. Donc c'est exactement la description que nous donnerions de casernement dans un fort. Des casernements qui sont régulièrement répartis et, comme vous le voyez, desservis par des allées et qui donnent accès à chacune des pièces. Certaines de ces pièces comportent des escaliers qui mènent des étages, mais le fouilleur, Bernard Bruyère, assure qu'il s'agit, autant qu'il a pu le voir, d'ajouts qui sont postérieurs. Les casernements sont centrés sur une large allée qui est malheureusement cachée par le chalet du calife Ismaïl et qui aboutit dans une vaste cour où se trouvait une citerne, une cour qui mesure 15 mètres par 8 mètres de largeur, au centre duquel donc se trouvait une citerne. Alors, voici ici une vue plus rapprochée de ces casernements. Alors, il faut imaginer que les petits murs que l'on voit dans les allées sont des ajouts postérieurs, de même que les escaliers qui sont signalés à droite et à gauche. Et l'ensemble est centré, au moins cette partie-là du site, sur cette cour qui comporte la citerne dite Cété de la publication de Bruyère. Alors, voici une vue de la cour, encombrée de bâtiments plus tardifs. La citerne est ici, et voici donc une vue plus rapprochée de cette citerne qui était évidemment couverte par une voûte. Une citerne qui était longue de 10 mètres, large de 4,35 m et profonde de 4,25 m. Devant l'entrée de la citerne se trouvait un puits qui formait une cheminée et qui avait dû être utilisé pour le puisage. Plusieurs phases sont visibles sur les photos que Bernard Bruyère publie, et également sur les plans qu'il fournit.
mais on a du mal, bien sûr, à les dater. Il semble assurer que la citerne était reliée à des réservoirs d'eau cylindrique que Bruyère appelle les tours et qu'il nomme P, R et T. Alors voici ici encore une vue de la citerne, un de ces réservoirs qui est ici. Ici, une autre vue axiale de la citerne et un plan. Donc, cette citerne était reliée à ces puits et à ces réservoirs qui servaient à l'alimenter. Il pense que ces réservoirs recueillaient de l'eau de pluie, mais il faut quand même se souvenir qu'il tombe en moyenne seulement 40 mm d'eau par an à Suez, et cela ne suffisait certainement pas. D'autre part, Bruyère met tous ces petits réservoirs en relation avec un aqueduc, qui pourrait être donc l'aqueduc qui venait de Birsouis et qui était signalé dans la carte de la description de l'Égypte. Et cet aqueduc aurait abouti à tout un système de réservoirs cylindriques de 4 à 5 mètres de diamètre qui sont répartis sur tout le flanc ouest du Tel. Et vous voyez ici un de ces réservoirs, il y en a beaucoup d'autres. Le réservoir dit A, qui est ici, selon Claude Bourdon en 1925, était alimenté par un aqueduc. Donc, on peut se demander si l'ensemble de ce réseau de réservoirs ne fonctionnait pas un peu à la manière des châteaux d'eau secondaires de Pompéi et ne servait pas à réguler la pression et à servir de réserve d'eau lors des périodes de pénurie. Quoi qu'il en soit, c'est bien l'arrivée de l'eau de cet aqueduc qui aurait permis d'installer des thermes dans une phase qui n'est pas la phase du début du IIe siècle, puisqu'on voit bien que tous ces réservoirs d'eau ou ces petits châteaux d'eau s'installent sur les casernements existants. Donc c'est une phase qui est nettement postérieure. Ces installations donc, ont permis de construire un ensemble thermal dans la partie sud-est du site que malheureusement Bruyère n'a pas totalement dégagé ni parfaitement compris. Ces thermes sud-est pourraient être, selon moi, plus anciens que les autres thermes, c'est-à-dire les thermes sud-ouest, qui eux sont relativement bien datés du IVe siècle après Jésus-Christ. Ces thermes donc, que nous voyons sur cette photo sont alimentés par des grands réservoirs. Donc, vous voyez ici le réservoir R. Et ils comprennent un ensemble de pièces avec hypocauste, c'est-à-dire chauffées par le sous-sol, hypocauste dotés de pilettes, et ils sont également équipés de baignoires individuelles. Vous voyez ici une des salles avec hypocauste, partiellement conservée. Quelques vues de la fouille, ici le réservoir R, des pilettes d'hypocauste, et une vue d'ensemble, encore à nouveau les pilettes, une vue d'ensemble de ces thermes du sud-est du site, qui pourraient dater, disons, du Haut-Empire, du IIe ou du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ils étaient associés en divers points du site, donc, avec des baignoires individuelles, qui en soi ne sont pas datables, puisque c'est un système que l'on retrouve dès l'époque ptolémaïque. Là, je vous ai pris un exemple des bains hellénistiques récemment fouillés à Karnak, mais ce système de baignoires individuelles se retrouve tout le long de l'Empire et sont attribuables donc, globalement à cet ensemble thermal qui trouve des parallèles aussi bien à Taposiris Magna qu'à Buto, par exemple. Au pied du fort se développait donc la ville basse.
dont nous avons vu que la datation est incertaine. Mais il me semble que les deux enceintes construites en pierre, que l'on voit ici, que j'ai soulignées en bleu foncé, que ces deux enceintes se sont succédées l'une à l'autre. La première est connue seulement sur le front nord et comprend au moins donc 2 phases, et il y en a une seconde qui est ajoutée par ici, qui montre une extension qui est évidemment extension qui n'est pas datable, mais qui pourrait être, elle, du Bas-Empire. Ce qui est remarquable, c'est à la fois l'urbanisme assez régulier pour être, sans être rigide, que vous voyez là, donc des rues assez bien formées, et la présence de plusieurs formes d'artisanat, probablement en partie liées à l'avitaillement des bateaux et à la construction navale. Même si on ne le relie pas à l'expédition d'Aelius Gallus, l'importance des installations fait penser que c'est directement lié à la présence de bateaux, la nécessité d'embarquer de la farine, etc. En effet, les îlots 7 et 8, c'est-à-dire ceux qui sont situés là et là, sont occupés par des meuneries. Alors, vous voyez ici une vue de cette ville basse, ptolémaïque selon Bruyère et plutôt du Haut Empire romain selon moi. Et ici donc ce quartier avec cette meunerie très importante qui mesure 20 mètres de long par 6 mètres de large, comportant des murs de briques crues épais de 2 mètres avec des contreforts internes que vous voyez ici, qui pourraient avoir soutenu donc un grenier en partie haute. Et la grande salle comporte 3 moulins, dont vous voyez très bien les emplacements ici. Il y en a une petite salle à côté avec un autre moulin. Et cette disposition rappelle évidemment les moulins de Pompéi, où sur un bâti circulaire d'un mètre 90 de diamètre prenaient place de grandes meules à trémies en basalte qui sont signalées également par Bruyère. Alors, vous voyez ici une vue de ce quartier, qui est le quartier des meuneries, l'emplacement des meuneries elles-mêmes avec ce premier ensemble très important-là et un deuxième ici, et les moulins, donc, qui sont exactement du type que l'on peut rencontrer à Pompéi. L'autre meunerie, celle de l'îlot 8, c'est-à-dire qui est située ici, comporte 2 moulins du même type. Ces moulins, évidemment, n'éliminaient pas totalement les moulins à farine individuels qui ont été trouvés en très grand nombre, mais qui sont difficilement datables à l'intérieur de la période romaine. Je crois qu'elles sont surtout significatives à la fois du développement urbain de la ville et de la nécessité donc de fournir les navires. Dans l'îlot 2, la construction, une construction au mur en briques crues abritait une construction en mur en briques crues abritait 9 fours en batterie sur un podium de 1,50 m de largeur et 6 mètres de longueur. Leur diamètre varie de 0,60 m à 0,90 m et ils sont, comme vous le voyez, pourvus de trous de ventilation à la base ou d'alimentation. Ces fours ne renfermaient que des cendres et des charbons de bois et aucune scorie de fabrication. L'auteur de la publication a d'abord envisagé qu'il s'agissait de fours de teinturier puis de verrier. Il les date de l'époque ptolémaïque car, selon lui, des monnaies et des lampes ont été trouvées dans le sol. Mais si les fours ont été bâtis sur le sol, il est certain qu'ils sont postérieurs à ce matériel ptolémaïque. La destination de ces fours fait problème. En effet, une verrerie aurait laissé des déchets non équivoques sous forme de scories de verre et de creusets cassés qui auraient attiré l'attention du fouilleur, même rapidement. Puisqu'il s'est posé la question, je crois qu'il les aurait examinés. Il faut donc, je le pense, exclure cette hypothèse. En revanche, plutôt qu'une teinturerie ou un atelier de dégraissage de toisons de moutons, qui suppose des chaudières métalliques qui auraient également laissé des traces,
On peut se demander s'il ne s'agit pas tout simplement d'une boulangerie. La proximité des moulins que nous venons de voir rendrait cette interprétation cohérente. D'autres fours de même type ont été retrouvés sous les termes tardifs et sont probablement attribuables à cette même période. D'autres fours posent problème. Ils sont situés, donc là nous étions dans ce secteur, ici la meunerie, là la probable boulangerie, et Bruyère a également fouillé toute une série de fours sur le flanc méridional de la colline, fours qu'il a attribués à la production de la chaux. En effet, il en a dégagé 4 qui sont alignés à 12 mètres environ les uns des autres. Ils sont tous bâtis sur une plateforme circulaire de briques crues et mesurent 3,30 mètres à 3,80 mètres pour une hauteur conservée de 1,80 mètre à 2,70 mètres. Chaque four avait une porte en ogive d'0,50 mètre de largeur et une hauteur d'environ 1 mètre, devant laquelle le fouilleur nous dit qu'était étalée une épaisse couche de scories, de charbon de bois et de ce qu'il appelle du mâche-fer. Bernard Bruyère les interprète donc ces fours comme des fours à chaux, mais je crois que dans la mesure où ils sont environnés de mâche-fer, il me semble qu'il s'agit plutôt de bas-fourneaux de réduction de minerais de fer. Le fer, en effet, est de première nécessité pour la construction navale, qui en consomme de grandes quantités pour les outils, pour les clous, pour les plaques. Et au moins un de ces fours, beaucoup de ces fours ont dû être utilisés pour faire ce métal, et il n'est pas impossible que l'un de ces fours ait été réutilisé à un certain moment pour produire ou pour chauffer de la poix, qui est elle aussi utilisée pour calfater les navires, car Bernard Bruyère décrit que le four qui était situé à l'est contenait une couche de goudron et à proximité 48 gobelets qui sont interprétés comme des supports de vases de cuisson et qui pourraient être en fait des conteneurs pour transporter la poix. La datation de ces fours est bien sûr incertaine. Personnellement, je les attribue au Haut Empire, mais je reconnais qu'ils pourraient tout aussi bien avoir fonctionné au cours de l'Antiquité tardive. C'est aussi au IIe siècle que je propose d'attribuer l'essentiel des infrastructures portuaires que Claude Bourdon avait repérées le long de la côte entre Tel el-Kolsoum et Tel el-Hadji. Mais auparavant, je vous montre une planche du matériel publié par Bernard Bruyère qui contient du mobilier difficilement datable, sauf les tonnelets qu'on voit là, les gourdes qui sont ici, que nous savons être produites principalement à partir du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ jusque dans le courant du IVe siècle, et qui donc, au moins en partie, peuvent correspondre à du mobilier datant de l'époque de la plus grande utilisation du tel. De la même façon, parmi le mobilier amphorique, j'ai extrait ces amphores, dont au moins ces deux, malgré les dessins un peu approximatifs, dont au moins les deux de droite sont des amphores égyptiennes 3, assez caractéristiques et qui doivent dater aussi du IIe ou du IIIe siècle après Jésus-Christ. Enfin, parmi les planches de mobilier, il y a au moins une lampe deux lampes plutôt qui sont attribuables au 1er ou au 2e siècle plutôt, et des vases en verre qui sont assez caractéristiques, l'un étant un flacon à parfum à double visage qui trouve des correspondances dans des flacons analogues, notamment conservés au Corning Museum par exemple, des productions de la fin du IIe siècle et de la première moitié du IIIe siècle. On voit aussi une bouteille à 2 anses qui me paraît être attribuable à la forme identifiée à Augusta Raurica
sous le numéro 175 et qui est datable de la deuxième moitié du IIIe siècle ou du début du IVe siècle, et des flacons à parfum de ce type-là qui, eux, sont du type Augusta Raurica 135, qui sont plutôt datables du deuxième et du début du IIIe siècle. Donc on voit que parmi le matériel mélangé et publié par Bruyère, il y a des objets, notamment des objets intacts, qui sont attribuables à cette période. C'est donc également à cette période que je propose d'attribuer l'essentiel des infrastructures portuaires, c'est-à-dire le bassin de chasse que nous avons vu tout à l'heure qui permet de nettoyer le canal et les mols et les bassins qui sont construits sur l'île de Tel El Yaoudieh et de l'île du Cimetière. Ici encore, on dispose d'un seul indice, le fait que certains quais sont recouverts de mortiers de Tuileaux, ce qui les attribue globalement à l'époque romaine. Mais ces infrastructures portuaires me font penser à une entreprise d'État de grande ampleur, réalisée par l'armée, probablement au départ pour abriter des navires de guerre qui devaient patrouiller dans la mer Rouge. Rappelons que, encore durant l'Antiquité tardive, encore au IVe siècle, si le récit de Pierre Diacre utilise bien une partie perdue du voyage d'Égérie, il y avait des navires de guerre qui étaient stationnés dans le port de Clisma. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à une telle reconstitution de la ville de Clisma au IIe siècle avant Jésus-Christ? C'est principalement la rareté, donc nous l'avons vu, du matériel archéologique de cette période, identifié dans la publication de Bruyère, mais comme je viens de vous le montrer, il y a quand même quelques objets attribuables à cette période, noyés dans du mobilier plus difficilement datable. Et les chercheurs contemporains, notamment Young, par exemple, dans son ouvrage sur Rome, Eastern Trade, International Commerce and Imperial Policy, paru en 2001, avait souligné le contraste entre les 3000 monnaies du IVe siècle signalées dans la publication de Bruyère, contraste avec une seule monnaie de l'époque d'Adrien. Alors ça, évidemment, c'est un argument qui paraît très fort et qui donne l'impression qu'il y a très peu d'occupation au IIe, IIIe siècle et un brusque développement au IVe siècle. Je crois que cet argument n'est pas recevable, parce que d'une part, les monnaies n'ont pas été étudiées. Bruyère dit seulement qu'elles étaient souvent difficiles à lire à l'époque où il les a trouvées et qu'il les avait transportées dans les locaux de la Compagnie du Canal où elles ont disparu pendant la guerre. Donc, il est possible que des monnaies du Haut-Empire se soient trouvées dans le lot. Et d'autre part, il est bien connu que les monnaies qu'on appelle les folles et les AS 3 et 4 du IVe siècle, de moindre valeur faciale que les monnaies plus anciennes, ont été frappées en quantité énorme au IVe siècle et qu'on en trouve beaucoup dans les fouilles. Donc, cette disproportion qui est probablement aggravée par le fait que les monnaies n'ont pas été étudiées n'est de toute façon pas significative selon moi. Le manque de céramique du Haut-Empire est plus inquiétant, mais là encore, comme Bruyère ne savait pas les identifier, il n'a pas fait de planches séparées. Et donc j'ai été amené à extraire de planches totalement mélangées quelques objets que je sais être datables de cette période. Je crois donc que l'état de la documentation ne nous permet pas de dire que la ville de Clisma était peu occupée au IIe siècle, et donc je récuse en quelque sorte par avance cette critique qui remettrait en cause la reconstitution que je propose à l'heure actuelle. Si l'on accepte mes vues, cela signifierait donc que dès le IIe siècle, Clisma est un grand port doté par le pouvoir impérial d'une importante garnison, d'infrastructures portuaires maçonnées de grande ampleur et d'un aqueduc apportant l'eau à la ville. Ce sont des équipements considérables qui ne trouvent pas leur équivalent ailleurs dans les ports de la mer Rouge. Myosormos est alors doté d'aménagements en bois et en amphores récupérés, et Bérénice n'est pas alimenté par un aqueduc, mais par des transports d'eau par chameau. Alors il nous reste à examiner maintenant la troisième grande phase, celle des IVe au VIIIe siècle,
qui se termine non avec la conquête arabe, mais probablement avec le comblement du canal en 767-768 après Jésus-Christ. Cette phase est bien documentée par la présence de matériel archéologique, surtout des monnaies, des sigils d'éclairs D de production africaine, des imitations égyptiennes de cette même céramique et des lampes à décor chrétien. Les bâtiments sont plus difficiles à dater. Il est clair que le fort continue d'être occupé, mais peut-être à partir d'une époque indéterminable, non plus par des soldats, mais par des habitants, peut-être des marchands, qui ont transformé les casernements en ajoutant des étages accessibles par des escaliers et en transformant la citerne. Je vous rappelle qu'à Bérénice, au IVe siècle après Jésus-Christ, les marchands ont l'habitude de construire des maisons sur 2 étages, un premier étage où ils habitent et un rez-de-chaussée où ils font leurs affaires. L'installation, je ne pourrais pas dire systématique, mais l'installation assez fréquente, disons, d'escaliers dans les anciens casernements pourrait correspondre à ce type de transformation. Dans la ville basse, un certain nombre de maisons sont certainement abandonnées car, comme vous le voyez, l'égout qui le traverse passe au milieu des maisons, probablement arasées, et ne suit pas les rues. Donc il est vraisemblable que ce secteur était déjà abandonné. Toutefois, il faut quand même se souvenir que les destructions du début du XXe siècle ont détruit les niveaux supérieurs et on ne sait pas s'il n'existait pas au-dessus des maisons de l'époque tardive du IVe, Ve siècle qui auraient été détruites. L'évolution la plus nette concerne ce secteur-là, c'est-à-dire le secteur des thermes sud-ouest, qui, dans la construction, pourrait intervenir dès le IVe siècle. C'est un secteur qui est assez bien documenté par les photos et les plans de Bernard Bruyère et qui permet donc de se faire une assez bonne idée. Les thermes sont édifiés sur les ruines de l'enceinte ptolémaïque et sur les maisons ptolémaïques. Et ces maisons donc ont livré des tessons d'amphores rhodiennes et des monnaies, ce que Bernard Bruyère a bien vu. Mais il fait visiblement une erreur d'interprétation de la stratigraphie lorsque il écrit qu'en sous-sol des pièces chaudes, c'est-à-dire en sous-sol de ces pièces qui est là, sous les hypocostes, il y avait un deuxième étage d'hypocostes dans lequel, je cite, il écrit se situaient des chaufferies constituées par 7 grandes chaudières, les unes en céramique enrobées d'une chape d'argile, de terre argileuse, les autres de briques cuites. Ces fours cylindriques de 1 mètre de diamètre, qui sont représentés d'ailleurs sur son plan, qui sont situés là, n'ont pas pu fonctionner à la même époque que les thermes, car ils ne peuvent pas se situer sous les hypocostes. Ça ne peut pas être non plus, sauf celui-ci, ça ne peut pas être non plus les praefornia des thermes, mais ce sont des fours de type industriel. L'absence de scories fait penser qu'il devrait s'agir à nouveau là de fours à pain qui pourraient dater soit de la période ptolémaïque, soit, je crois, plutôt du Haut Empire romain. Le complexe thermal donc est bâti au-dessus de ces fours, à 2 mètres environ au-dessus de la ville basse. Il mesure 35 mètres du nord au sud et plus de 48 mètres d'est en ouest, ce qui en fait un établissement important. Il comprend une salle carrée ici, qui est évidemment le frigidarium, avec 4 colonnes centrales supportant une coupole, associée à une baignoire froide sur le côté, ici, et à une exèdre sur la partie orientale. Au sud-ouest se trouvait un tépidarium, qui est ici, associé à une baignoire ronde, alimentée par un tuyau de plomb, et également, à côté, se trouvait un caldarium, lui aussi se terminant par une abside à double paroi de briques, dans lequel se trouvait un labrum, qui était situé ici.
Ces deux pièces sont couvertes par une double voûte et leur sol, dallé de marbre blanc, était supporté par des arcades permettant la circulation de l'air chaud produit dans le praefornium. Une annexe située à l'ouest, c'est-à-dire là aussi vous voyez une vue du frigidarium avec l'exèdre, à l'arrière-plan l'enceinte ptolémaïque en briques crues, qui est mal visible sur cette photo, et sur ce côté, la baignoire froide. Ici, les pièces chaudes, avec l'hypocauste qui est là, les niveaux antérieurs qui sont en fait un gros remblai dans lequel Bruyère a trouvé ces fours qu'il associe au terme, mais qui sont évidemment d'une phase antérieure, et ici une grande piscine dans les bains chauds. Et ici donc l'égout qui évacue les eaux des thermes à travers les ruines de la ville basse. Les thermes ont fonctionné un certain temps avant d'être réutilisés en habitation. Bruyère écrit qu'à l'époque islamique, je cite, « les habitants ont dévasté les installations primitives, apportant des modifications regrettables et construisant sur les thermes de sordides maisons. » Donc il faut imaginer qu'à l'intérieur des thermes, il avait bien repéré qu'il y avait une occupation d'époque islamique, mais qui n'est pas documentée ni par les photos ni par les plans. Comme je l'ai dit plus haut, il est possible que l'extension au nord de la ville corresponde au IVe siècle, c'est-à-dire à une phase où il y a peut-être un développement de la ville, mais évidemment, on n'en est pas certain. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette extension est caractérisée par une nouvelle muraille qui est construite, qui s'appuie sur l'ancienne muraille, qui est dotée de tours, et à l'intérieur, nous voyons des maisons dont le plan est assez confus, probablement parce que Bruyère a mélangé plusieurs phases et qu'il est assez difficile de distinguer aujourd'hui, faute de plan stratigraphique. Le matériel archéologique du site, là ici vous voyez une vue de cette partie du site avec la nouvelle enceinte qui s'appuie sur les enceintes plus anciennes qui sont là et qui est dotée de tours semi-circulaires. Et ici, donc, toujours cette même enceinte avec ces constructions quelque peu irrégulières et qui, disons, font quand même assez bien penser à des constructions du Bas Empire ou du début de la période islamique. Le mobilier archéologique donc, du site semble ne pas montrer de solution de continuité jusqu'au 7e siècle au point. Mais au 7e siècle. Mais la publication ne permet pas d'attribuer les bâtiments à telle ou telle période, mis à part une probable madrasa que Bruyère avait repérée dans l'angle sud-ouest de l'ancien fort et qu'il avait identifié grâce à un dépotoir d'omoplates de bovins couvert d'exercices scolaires en écriture arabe. Partout ailleurs, les habitants ont continué de vivre dans les maisons déjà construites en les aménageant d'une manière qui n'est pas détaillée. Alors, attribuable à cette période du IVe siècle et du Ve siècle après Jésus-Christ, voire un peu au-delà, nous avons beaucoup de tessons de céramique sigillée ou des imitations égyptiennes. Nous avons aussi un certain nombre de bouchons d'amphores qui portent des croix et qui sont assez caractéristiques des IVe et surtout Ve siècle, voire VIe siècle après Jésus-Christ. Et nous avons également des lampes à huile chrétiennes avec des chrismes qui sont de divers types, principalement de fabrication égyptienne, mais il y a quelques possibles importations de lampes venues d'Afrique. Et il y a également, alors j'ai pu identifier parmi les amphores que Bruyère publie, une amphore qui doit être, malgré le dessin un peu incertain, attribuée à ce que nous appelons aujourd'hui les Late Roman Amphorae VII, qui sont de cette période.
Donc, on a cette continuité d'occupation. Ici encore une dernière photo des mêmes lampes qui permet de couvrir tout l'arc chronologique, disons, qui va du IVe siècle jusqu'à la fin du VIe, début du VIIe siècle après Jésus-Christ. Et cette continuité d'occupation est conforme aux données des sources. Je vous rappelle donc le passage de Pierre Diacre qui dit que à l'époque d'Égérie, à la fin du IVe siècle, il y a de nombreux navires, il dit des navires nombreux et immenses, c'est-à-dire de grands navires qui sont dans le port, et que réside à cette époque-là un agens in rebus, appelé Logothète, et qui va chaque année en Inde, c'est-à-dire probablement à Aksum, sur ordre de l'empereur romain, en ambassade, et qu'il y a à Clysma son siège et des navires de guerre qui y stationnent. Cette fonction est d'ailleurs confirmée par le pèlerin de Plaisance, vers 560-570 après Jésus-Christ, qui écrit « Là se trouve une petite ville qui s'appelle Clysma, où des navires viennent aussi de l'Inde. » Et enfin, la dernière source latine à nous connue, qui est l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours, mentionne Clysma dans son livre 1, paragraphe 30, qui est écrit vers 575 après Jésus-Christ, et il la mentionne en ces termes: « La cité de Clysma est édifiée non pas à cause de la fertilité du lieu, mais parce que les navires venant de l'Inde s'y arrêtent pour la commodité qu'offre le port, dont les marchandises achetées sont acheminées dans toute l'Égypte. » Toutefois, comme le passage se trouve dans le récit de l'histoire de la fuite des Hébreux hors d'Égypte, il est probable que Grégoire a emprunté son enseignement à une source plus ancienne et donc n'est peut-être pas tout à fait contemporain. Mais les papyrus qui, eux, sont exactement contemporains attestent la continuité de l'occupation de la ville jusqu'au 8e siècle. Un papyrus de 710 après Jésus-Christ, qui est le papyrus de Londres 4, 1346, et un autre un peu plus tardif, indique qu'on transportait encore du matériel pour la flotte en empruntant le canal de Trajan, mais semble-t-il seulement lorsque la crue du Nil, de juillet à novembre, le rendait navigable. Cette fonction a dû se maintenir jusqu'au comblement du canal par le calife Abu Ja'far al-Mansour en 767-768 après Jésus-Christ, et de fait, ce qu'on peut voir de la publication de Bruyère nous montre que l'occupation se maintient, en tout cas pendant tout le VIe siècle après Jésus-Christ, et peut-être un peu au-delà. Donc, nous arrivons au terme de ce cours. Dans le dernier cours de l'année, je donnerai une synthèse générale en partant des Ptolémées pour finir à la fin de l'Antiquité de l'histoire des ports de la mer Rouge et du commerce. Mais ce qu'il faut retenir de la fouille de Clysma, c'est que, contrairement à ce qu'on l'a écrit, je crois que l'essentiel des constructions que Bruyère avait dégagées et qu'il avait attribuées principalement à l'Antiquité tardive remonte au IIe siècle après Jésus-Christ et correspondent à une phase où Clysma se développe de façon très importante en liaison avec l'entreprise de Trajan continuée par Hadrien, qui était d'une part l'annexion de la Nabatéenne et la création de la province d'Arabie, et d'autre part la sécurisation de l'ensemble de la mer Rouge par l'installation de postes fortifiés un peu partout et par la création d'une flotte, ou en tout cas le renforcement d'une flotte qui patrouille le long de la mer Rouge et qui tient toute la mer Rouge, au moins jusqu'aux îles Kharasan, comme nous le montrera certainement la semaine prochaine Leila Némé dans la présentation qu'elle nous fera des recherches qu'elle conduit sur la côte orientale de la mer Rouge et sur son hinterland, c'est-à-dire les relations entre les ports de la côte orientale de la mer Rouge et le royaume de Nabatéenne,
et les pistes du commerce de l'encens qui sont des pistes commerciales terrestres. Donc tout ça nous complétera le tableau en ce qui concerne la rive orientale de la mer Rouge. La semaine suivante, ma collègue Laure Pantalacci présentera les recherches récentes sur Coptos, qui est, comme vous le savez, l'emporion du commerce oriental au moins au Haut-Empire. Puis Federico De Romanis viendra présenter le commerce du poivre, qui est un des points essentiels du commerce oriental à cette époque. Et enfin, dans la dernière séance, je donnerai une synthèse d'ensemble qui reprendra toutes les données, de façon résumée bien sûr, que nous avons examinées jusqu'à présent. Merci.